Alors je sais pas si vous avez vu, mais Macron a annoncé qu'il irait se baigner dans la Seine. Tout ça alors que des critiques surviennent de plus en plus sur la propreté du fleuve, qui devrait servir pour les épreuves des JO. Alors bon, espérons qu'ils ne finissent pas comme le ministre indien qui avait bu l'eau d'une rivière pour prouver qu'elle était propre. Bonjour à toutes et à tous, on est le lundi 4 mars et on passe directement aux actus du jour. On commence de suite avec la constitutionnalisation de l'IVG qui a été actée aujourd'hui par le Congrès au château de Versailles. Le Congrès, c'est la réunion des députés et des sénateurs, et il n'y a que ça qui peut modifier ou augmenter la Constitution. Alors bon, cette loi, elle va pas changer grand-chose, d'autant qu'elle ne défend dans son texte que la liberté d'accès, mais sans en garantir les moyens. C'est-à-dire qu'il sera toujours possible de bloquer l'importation de médicaments, d'interdire certains actes, et donc d'empêcher des femmes d'avorter. Aussi, le Congrès pourrait très bien revenir sur cette loi dans le futur. En fait, la seule chose que ça empêchera, c'est qu'une loi simple soit votée pour interdire l'IVG si l'extrême droite devait prendre le contrôle. On se dirige maintenant vers Haïti, où a eu lieu l'évasion de milliers de détenus après l'attaque de 2 prisons. Le gouvernement haïtien a déclaré l'état d'urgence, alors que des bandes ont pris le contrôle de pans entiers du pays. En fait, la crise a commencé jeudi dernier, alors que des groupes armés ont annoncé vouloir chasser du pouvoir le Premier ministre, celui-ci qui devait rendre le pouvoir début février. On ne manquera pas de suivre la situation dans les jours à venir, alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper de cette info. Du côté de Gaza, des négociations ont actuellement lieu pour un cessez-le-feu que les Gazaouis aimeraient voir durer 6 semaines. En fait, ça serait de quoi pouvoir passer le Ramadan de manière plus sereine. Les négociations, elles ont lieu au Caire et devraient aussi permettre la libération d'otages par le Hamas. En fait, la trêve est d'autant plus urgente que la famine risque d'emporter nombre d'enfants dans la bande. L'arrêt des combats permettrait de livrer de la nourriture et des fournitures médicales aux hôpitaux dans toute la bande. Les populations aujourd'hui n'osent même plus s'approcher de l'aide humanitaire avec le massacre qui a eu lieu jeudi 29 février. Des centaines de Palestiniens ont été assassinés par des soldats de Tsahal pendant qu'ils cherchaient de l'aide alimentaire. On fait maintenant la transition avec des petits morceaux de la météo des luttes qui auraient dû se faire vendredi. Tout d'abord, le salon de l'agriculture s'est achevé hier après une semaine bien tourmentée et finalement peu d'annonces pour les agriculteurs. Les organisateurs ont toutefois noté qu'aucun coma éthylique n'a eu lieu cette année, alors que 82 avaient été enregistrés l'an passé. Rien que ça. En fin de semaine, 150 ouvriers agricoles, dont le syndicat des gardiens de troupeaux, ont défilé dans le salon pour obtenir des améliorations de leurs conditions de travail et de salaire. Les bergers et les vachers, ils ont pu fixer une date de négociation ce jeudi 7 mars avec la FNSEA et les services du ministère de l'Agriculture. Et cette info, elle vous vient d'une abonnée, alors n'hésitez pas vous aussi à nous écrire à actu@lecanardrefractaire.org pour nous transmettre une info dont on n'a pas ou peu parlé ici ou ailleurs. Dans la fin de la semaine et le week-end, on a aussi pu voir quelques actions d'agriculteurs. À Mâcon, les agris se sont réunis jeudi dernier et n'ont pas manqué de dénoncer les pratiques de la FNSEA. Vendredi matin, la coordination rurale a mené le blocage de l'Arc de Triomphe tandis que les autoroutes étaient bloquées. Il y a 72 agriculteurs qui ont fini en garde à vue à la suite de cette action. Il faut les entendre. On répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Et vendredi, dans la journée, les ministères Fesneau et Béchu ont ainsi été hués lors d'une conférence dans le salon. Et si vous aussi vous voulez avoir un tracteur en manif, sait-on jamais, il y a des étudiants en école de commerce qui ont lancé la plateforme Tractomanif, qui permet de louer contre quelques centaines d'euros un tracteur accompagné ou non de son conducteur. Le lien est dispo dans les sources en description. Dans le week-end, XR Lyon et les Youth for Climate ont occupé l'usine Arkema. Les militants revendiquaient une journée porte entrouverte pour dénoncer les rejets de polluants éternels par l'entreprise dans le Rhône. L'usine, faut savoir que c'est l'une des premières de la vallée de la chimie, qui est aujourd'hui accusée de déverser 3,5 tonnes de PFAS par an dans le fleuve. Et les premiers impactés par ces PFAS, c'est les salariés qui doivent faire des bilans sanguins depuis les années 2000. Et c'est pas tout ce qui s'est passé ce week-end, puisque dimanche, Bardella lançait sa campagne pour les européennes à Marseille. Et vous l'aurez compris, c'est pas ça la lutte, mais plutôt l'accueil qui lui a été réservé par les Marseillaises et Marseillais. Puisque derrière une banderole, éteignons la flamme Marseille unie contre l'extrême droite, plusieurs centaines de militants ont défilé alors que le numéro 1 du RN est à
allait son programme. Et d'ailleurs, on vous sortira bientôt une vidéo sur le canard réfractaire à propos de Bardella. Enfin, ce vendredi 8 mars auront lieu des grèves et des manifestations pour la journée internationale pour les droits des femmes. Alors, on peut que vous encourager à vous organiser avec vos collègues pour la grève et à vous joindre au cortège existant. Dans la chronique média, on revient sur une exception votée il y a un mois par les députés. Alors, les élus voulaient s'accorder un délai de prescription d'1 an s'ils se sentaient diffamés ou injuriés, contrairement aux 3 mois accordés à tous. Bon, on en avait parlé dans la chronique et bonne nouvelle, cet amendement a été retiré suite à la pression des syndicats de journalistes. Pourtant, l'événement média de la semaine est passé relativement inaperçu quand même, puisqu'il s'agit de l'interview en mode garde à vue de l'ex-premier ministre Dominique de Villepin par Apolline de Malherbe sur BFM TV. Alors, on rappelle que l'intervieweuse est la petite cousine de notre premier ministre Gabriel Attal. Elle a demandé à Dominique de Villepin de donner les noms de ses clients pour savoir par qui il est financé. Ce qui marque une évolution dans le questionnement des médias, qui sont les invités et les chroniqueurs, comment gagnent-ils leur vie, combien gagnent-ils, pour quelle mission, et est-ce que la chronique médiatique est leur métier? Des questions qu'on aimerait poser de manière systématique, notamment quand des gens défendent qu'il faudrait se serrer la ceinture alors qu'ils sont eux-mêmes multimillionnaires. Face à cette question, l'ex-premier ministre a répondu ceci. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne? Est-ce qu'elle subit des pressions? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, Vous voulez dire diplomatique? que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Bon, après, cette réponse, elle est logique, puisque la question sur les revenus de Dominique de Villepin arrive au moment où il dénonce les atteintes au droit international d'Israël. Et bon, BFM TV, dont le patron de la chaîne est Patrick Drahi, est un soutien de taille dans le patronat français. Et selon le Media Blast, la famille Drahi est d'ailleurs un mécène important de l'armée israélienne. Et là où c'est très étonnant, c'est que Dominique de Villepin était Premier ministre pendant le déploiement des chaînes 7 à 18 de la télé et donc de BFM TV en 2005. Et à l'époque, parler des propriétaires des chaînes comme influençant les rédactions, c'était, on va se le dire, considéré comme complotiste. Aujourd'hui, c'est devenu le discours de personnages politiques de premier plan. Et d'un autre côté, c'est aussi assez évident. Par exemple, jeudi se tenaient les auditions des responsables de CNews devant la commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences de la TNT, c'est-à-dire les chaînes des canaux après le numéro 6. Une commission d'enquête des députés a été lancée fin 2023 suite aux nombreuses condamnations de CNews depuis quelques années. Elle sortira son rapport en fin d'année 2024, dans le contexte aussi de l'horrible infographie comparant l'IVG au cancer, dont la chaîne a dû s'excuser. Bon, dans le contexte aussi d'une potentielle réattribution des canaux, l'année prochaine, l'appel d'offres a été lancé par l'Arcom. Mais bon, le peu de rentabilité du monde audiovisuel ne laisse que peu d'espoir quant à des changements de taille dans le monde médiatique. Seuls les patrons de très grandes entreprises ayant besoin de relais d'influence et de propagande vont postuler, comme ce qu'essaie de faire Bernard Arnault, patron de l'industrie de luxe LVMH, en rachetant Paris Match à Vincent Bolloré. Bon, chez les indépendants en tout cas, ça bouge un peu avec une vidéo de Nota Bene, encore une fois, qui lance un nouveau combat contre la publicité éternelle imposée par les marques sur les vidéos sponsorisées sur YouTube. Et qu'est-ce qui fait du bien? Eh bien, c'est quand on arrête de se faire prendre pour des imbéciles, voilà, tout simplement. Et ce week-end, c'était aussi Speedon, qui a récolté plus de 2 millions d'euros pour Médecins du Monde, en organisant des jeux qui vont très vite. Bon, c'est là-dessus qu'on se quitte. N'hésitez pas à aller en description pour nous soutenir financièrement. Et puis si le portefeuille ne le permet pas, il y a toujours la possibilité de partager nos vidéos pour nous faire connaître. Et vous pouvez aussi commenter pour donner à manger à l'algorithme de YouTube. Et puis nous, on se retrouve demain à 19h. Et d'ici là, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao! Quack.